Alors, moi, à titre personnel, j'ai vraiment 2 angles de recherche qui sont très, très différents. Et donc, il y a l'angle qui est un peu l'angle que j'ai dans ce travail, qui va être de regarder l'impact de politiques urbaines de réduction des émissions liées au transport sur les inégalités. Et donc, voilà, on s'est intéressé aux nouvelles lignes de transport en commun en Île-de-France. Alors, en fait, initialement, on n'avait pas du tout prévu de travailler là-dessus. Donc, en fait, initialement, on voulait travailler sur l'impact du Grand Paris Express sur les inégalités, donc en termes d'accessibilité aux emplois et de gentrification. Et donc, pour travailler sur ce sujet, on a construit un petit modèle qui nous permettait de faire ça, et on a récupéré des données à la fois sur les évolutions socio-démographiques en Île-de-France entre 1968 et 2010, et sur les transports en commun qui étaient disponibles en Île-de-France entre 1968 et 2010. Et en fait, on s'est rendu compte, puisqu'on avait construit cette base de données assez riche, surtout sur la partie transport, qu'on pouvait l'utiliser pour d'autres choses, pas seulement pour ce travail sur le Grand Paris Express, mais aussi pour regarder les tendances qui avaient lieu sur la période. Et donc, finalement, on s'est intéressé à une autre question qui était, donc, est-ce que les transports en commun ont permis, entre 1968 et 2010, de réduire les inégalités d'accès aux emplois et de bénéficier aux moins qualifiés, avec une approche finalement assez descriptive. Et pourquoi est-ce que ça, c'était important? Parce que c'est quelque chose qui manque finalement de pouvoir travailler sur un temps long. On a de nombreux articles scientifiques qui vont regarder l'impact d'un projet de transport, d'un projet d'aménagement en particulier, regarder son impact en termes de gentrification, en termes d'inégalité d'accès aux emplois, etc. Mais on a peu de travaux finalement qui vont regarder le temps long. Et sachant que tous ces travaux qui travaillent sur un temps assez court ont toujours des biais dans l'estimation, leur robustesse est souvent assez questionnée, on s'est dit qu'il y avait un intérêt ici à regarder les dynamiques qui avaient lieu sur un territoire sur le temps long. Sur l'ensemble de la période étudiée, on avait de manière systématique les moins qualifiés qui perdaient en accès aux emplois sur cette période-là, et de manière systématique les plus qualifiés, donc les cadres, les chefs d'entreprise, qui gagnaient en accessibilité aux emplois sur la période. Et on a été étonnés de ce résultat, parce que nos travaux ils montraient que finalement les transports en commun avaient été mis en place pour bénéficier de manière assez équitable à toutes les catégories socio-professionnelles. Et donc on a vu un écart entre ce qui avait été imaginé, donc des transports en commun qui bénéficient à tous assez équitablement, et le résultat qui a été des inégalités d'accès aux emplois qui sont de pire en pire sur toute la période. Voilà, sur l'article que j'ai présenté, le chiffre le plus marquant que j'ai trouvé, c'est le fait que sur la période étudiée, le nombre d'emplois correspondant à leur qualification accessible à une distance raisonnable de leur domicile, elle a plus que doublé pour les plus qualifiés, donc CSP2 et 3, et il a été divisé par 2 pour les ouvriers. La première, c'est les lieux de résidence des personnes des différentes catégories socio-professionnelles. Ce qu'on a pu observer sur l'ensemble de la période étudiée, donc l'aire urbaine de Paris s'est beaucoup étalée, et en fait, l'impact de cet étalement urbain, c'est qu'on a globalement les plus pauvres et les moins qualifiés qui ont été repoussés de plus en plus en périphérie, et donc leur accès aux emplois s'est détérioré sur la période. Un autre mécanisme qui est lié, c'est le mécanisme de gentrification. Donc, quand des nouvelles lignes de transport en commun sont construites, les prix de l'immobilier augmentent, et c'est une zone qui va être davantage habitée par les plus qualifiés. Les moins qualifiés vont être repoussés en périphérie et loin des infrastructures de transport. La deuxième dynamique qu'on a pu observer, c'est l'équivalent, mais du côté des emplois. Donc, sur l'ensemble de la période étudiée, les emplois se sont déplacés aussi. Et on a davantage d'emplois qualifiés dans le centre de Paris, à proximité des transports. Et les emplois les moins qualifiés sont moins accessibles en transport. Sur l'évolution de l'accessibilité, c'est la composition totale des emplois en Île-de-France. Donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les emplois. Pour un cadre, on va regarder les emplois de cadre auxquels il a accès, et pour un ouvrier, on va regarder les emplois d'ouvrier auxquels il aura accès. Ça n'aurait pas de sens de considérer qu'un ouvrier a accès à des emplois de cadre.
Et en fait, sur l'ensemble de la période, on a de plus en plus d'emplois qualifiés en Île-de-France et de moins en moins d'emplois peu qualifiés en Île-de-France. Et donc, statistiquement, pour un ouvrier, si l'ensemble des emplois, s'il y a de moins en moins d'emplois d'ouvriers en Île-de-France, il y en aura aussi moins qui seront à proximité de son domicile et accessibles pour lui. Donc ça, c'est aussi une dynamique qui est en partie, mais pas complètement liée aux aménagements en termes de transport. D'un côté, on peut penser que le fait qu'il y ait de plus en plus de transports en commun en Île-de-France, que la ville se dote d'un réseau de métro, de RER, etc., ça participe à la rendre plus attractive. Et donc, ça participe à la création d'emplois qualifiés en Île-de-France. On voit que la manière de réfléchir ces nouvelles lignes de transport en commun, la manière de les mettre en place, elle peut quand même avoir un impact qui est assez fort, en choisissant de servir certains centres d'emploi et en choisissant de servir certaines zones d'habitation. Nos travaux, ils montrent aussi l'importance d'avoir des travaux scientifiques, d'avoir des modèles qui vont guider la mise en place de nouvelles lignes de transport en commun et la mise en place de ces nouvelles politiques. Ça a un intérêt d'essayer de prévoir quelles vont être dans les années futures les évolutions en termes de composition des emplois, en termes de zones d'habitation, en termes d'implémentation de nouveaux centres d'emploi. Il est important de prendre en compte toutes ces dynamiques quand on réfléchit à des projets d'aménagement urbain et à la mise en place de nouvelles lignes de transport en commun. C'est des questions qui sont compliquées parce qu'il faut réfléchir à la fois en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de transport, en termes de dynamique globale qui ont lieu sur l'ensemble de l'aire urbaine. Donc, c'est des questions qui sont compliquées. C'est super important de prendre en compte la manière dont l'ensemble de l'aire urbaine en termes d'emploi et en termes de lieu de résidence va évoluer et d'essayer de cibler non pas seulement l'endroit où habitent les plus pauvres maintenant, mais l'endroit où ils vont habiter dans le futur. C'est une question très complexe parce qu'elle implique de prendre en compte les différentes dynamiques qui vont impacter les choix de résidence dans le futur. Il faut aussi s'intéresser à la question des emplois, à la question de comment comment on pense notre territoire. Donc sur l'Île-de-France, on a ce mécanisme très fort où on a de manière très, très schématique les emplois les plus qualifiés, les populations les plus riches qui vont être dans Paris intramuros et les moins qualifiés qui vont être en permanence au cours de la période repoussés de plus en plus loin en périphérie. Mais il s'agirait de repenser la manière dont l'ensemble du territoire est organisé. Dans les dernières années, on a aussi pu voir des projets comme le regroupement d'universités à Paris-Saclay, donc pour l'Île-de-France, où on a créé un centre secondaire en dehors de Paris intramuros, ce qui est très bien, mais c'est un centre qui manque complètement de mixité. On a des étudiants, des emplois très très qualifiés, des résidences étudiantes, et finalement on n'a pas du tout de mixité à ce niveau-là. Donc, c'est les actes opposés qui pourraient être faits, en fait, d'avoir des centres secondaires qui permettent une mixité des emplois et une mixité des types de résidences pour permettre à tous de bénéficier de l'impact de ces nouveaux centres pour faciliter les transports, réduire les temps de transport, améliorer l'accès aux emplois et aux aménités de tous. La question des inégalités est très très importante quand on veut penser transition environnementale, parce que les transports ont un impact très, très inégalitaire, très fort en termes de santé, par exemple. On sait que c'est souvent les plus pauvres qui vont être touchés par les questions de pollution de l'air, par les impacts négatifs des transports en termes de bruit, de pollution de l'air, etc. Et donc, ça fait sens de penser les politiques qui sont mises en place pour corriger ça, pour réduire l'utilisation de la voiture privée, pour essayer de développer des mobilités moins polluantes. Ça fait sens de les penser d'abord sous le prisme des inégalités de santé, mais aussi inégalités d'accès aux emplois et inégalités en termes de qualité de vie. Dans tous les projets d'aménagement qu'on va pouvoir penser, il est impossible pour moi de séparer la question des logements, la question des emplois, la question de l'occupation des sols et de l'indemnisation des quartiers, de la question des transports. C'est vraiment différents points qu'il faut penser ensemble. Et mon troisième point, ça serait qu'il est très important de faire attention aux détails, en fait. Quels seront les besoins de différentes personnes, de différentes catégories de population,
avoir une approche spatiale qui nous permette de repérer spatialement quels sont les quartiers qui vont être potentiellement négativement affectés par différents projets, c'est essentiel. On ne peut pas se contenter d'une approche où on va utiliser quelques grands chiffres, calculer l'impact à l'échelle d'une aire urbaine d'un projet de transport, sans regarder le détail. Et donc, cette dimension spatiale d'aller identifier les zones où potentiellement des personnes défavorisées vont habiter, vont perdre en accès au transport ou en qualité de vie parce que les prix de l'immobilier vont augmenter, par exemple, c'est des questions qui sont essentielles. Et cette dimension spatiale est très, très importante et pas forcément assez traitée dans la littérature scientifique. D'avoir différentes approches qui soient complémentaires. Il y a cette approche qualitative, d'aller faire des focus sur des territoires, de mener des entretiens avec les habitants de ce territoire pour comprendre quels sont leurs besoins en termes de mobilité et comment ils seront impactés par différentes politiques. On peut aussi faire ça de manière quantitative et presque exhaustive. Donc, je pense à ce travail qui est fait en ce moment sur Grenoble et les zones à faible émission. Les chercheurs de Grenoble vont regarder de manière systématique sur l'ensemble de la métropole de Grenoble, qui est impacté par la zone à faible émission, qui va pouvoir se reporter en utilisant les transports en commun, qui ne pourra pas le faire et pourquoi. Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas habitent trop loin des transports en commun? Est-ce que c'est parce qu'ils vont travailler de nuit et pas pouvoir utiliser les transports en commun qui fonctionnent que le jour? Est-ce que c'est parce qu'on a des familles nombreuses? Quels sont les différents mécanismes qui vont empêcher les gens de s'adapter à la zone à faible émission? Ça, c'est des choses qui sont possibles aussi de manière quantitative, parce qu'on a de plus en plus de données, de plus en plus d'informations de manière générale. On peut dégonfler l'ensemble des débats et des polémiques liées à cette politique pour réussir à cibler quelques personnes, quelques zones qui vont être particulièrement touchées et qui n'auront pas de manière de s'adapter à la politique. Et donc, finalement, de passer de cette question de politique publique qui va cristalliser les tensions à l'identification de certaines personnes en particulier ou de certaines zones géographiques où il va falloir se concentrer et concentrer les aides.